Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur. Et aujourd'hui, je vais faire un sujet, toujours un peu un sujet sur le foot, mais un sujet qui sera beaucoup plus différent un peu dans la mesure où je vais faire un sujet qui va parler, je vais parler un peu du football allemand, pas forcément du football allemand dans sa globalité, mais comment le football allemand, on va dire à partir d'une certaine époque, a réussi sa révolution culturelle, car ils étaient à un moment donné au pied du mur et tout. Cette vidéo-là, déjà, je veux la dédicacer à mon oncle, parce que mon oncle, paix à son âme, était un grand fan du football allemand. Je crois qu'il était même fan de tout ce qui était allemand. Tout ce qui était allemand, il aimait je crois que sa Mercedes était, je crois qu'il avait une Mercedes, la télé était même allemande, il voguait avec l'Allemagne. Et si maintenant j'ai une culture un peu très approfondie du football allemand, c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir cet oncle-là. Et en grandissant, je me rends compte maintenant de la valeur du football de ce pays-là. Comment les médias, surtout les médias français, nous ont beaucoup fait des propagandes sur le football de ce pays, qui est un football qui est pour moi, même si bon, les dernières Coupes du Monde, ils ont eu quelques trucs, mais qui est pour moi le plus grand pays de football européen. Le plus grand pays de football européen, c'est l'Allemagne. Qu'on vous dise rien, c'est l'Allemagne. Oui, les derniers résultats en Coupe du Monde et en Coupe d'Europe sont un peu problématiques, mais historiquement, c'est un pays de malades dans l'histoire du foot. Les champions et les joueurs qui ont été dans ce pays, la France ne peut pas se comparer avec l'Allemagne, même en termes de joueurs. Oui, vous avez cité, oui, il y a eu Zidane, Platini, Mbappé, tu sais pas quoi là, quand tu vois les grands joueurs allemands, ça pose le truc. Je prends juste l'exemple d'un mec comme Effenberg ou d'un mec comme Thomas Hassler. Deux de ces mecs-là qui sont des légendes hein, dans le football allemand. Mais pas qui sont des légendes, hein, mais dans le football allemand, tu les placerais pas dans les 30 ou 40. Alors que je sais qu'en France, un Effenberg serait top 10. Top 10 Thomas Hassler, alors serait vu comme un mini Zidane ou un mini Platini, Thomas Hassler. Il n'y a pas plus technique que Thomas Hassler. Donc, moi, j'aime bien faire un peu l'évolution, un peu dans cette vidéo-là, c'est un peu montrer ça, parce que j'aimerais surtout parler de comment le football de ce pays a fait sa révolution quand ils ont été vraiment truc là, parce que quand ils ont été au pied du mur, on va dire à la fin des années 90 et 2000, parce que si on regarde un peu l'Allemagne, un peu, non pas seulement en club, mais surtout, je vais parler beaucoup plus de l'équipe nationale, de 66 en 94 jusqu'à 94, les Allemands font demi-finale au moins d'une compétition européenne ou mondiale qu'ils font. C'est-à-dire que 66, ils sont en demi-finale de la Coupe du Monde, 66, ils sont en finale de la Coupe du Monde, 70, ils sont en demi-finale de la Coupe du Monde, 72, ils gagnent l'Euro. Je crois que c'est 72, ils gagnent l'Euro, 74, ils gagnent la Coupe du Monde, 76, ils sont en finale de la Coupe d'Europe, 78, 78, ils seront en demi-finale de la Coupe du Monde, soit 80, ils sont ils gagnent l'Euro. 82, ils sont en finale de la Coupe du Monde. 84, bon, là, ils sont au premier tour de l'Euro, il ne faut pas le truc. 86, ils sont finalistes de la Coupe du Monde. 88, ils sont en demi-finale de l'Euro. 90, ils gagnent la Coupe du Monde. 92, ils sont en finale de l'Euro. 94, certes, ils sont en quart de finale de la Coupe du Monde. 96, ils gagnent l'Euro. Et 98, ils sont en quart de finale de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que c'est une régularité sur le haut niveau des joueurs extraordinaire de Beckenbauer à Gerd Müller que vous voyez sur la photo, Paul Breitner,
Jürgen Klinsmann, Thomas Hassler, Brehme, Pete Libaski, mon joueur préféré allemand, Overath, Gunther Netzer, Uwe Seeler, un peu pour ceux qui voient un peu l'équipe de 54. Des joueurs de malades dans ce pays-là. Mais pendant longtemps aussi, le football allemand était un football qui pratiquait un football beaucoup plus dense, beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus physique. Même s'ils ont des grands joueurs de ballon, hein, faut pas croire. Parce qu'on a souvent caricaturé que l'Allemand n'est pas un grand joueur de ballon. Non, non, les Allemands ont des très 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 beaux joueurs de foot. Hein. Très très beaux joueurs. Overath est un très beau joueur de foot. Gunther Netzer est un très beau joueur de foot. Klaus Allofs est un très beau joueur de foot. Il y a énormément de beaux joueurs dans l'histoire du football allemand. Ben Schuster, c'était un peu Toni Kroos avant Toni Kroos. Dans le football allemand, il y a des Thomas Hassler, j'en parle, mais il y en a plein. Des très beaux joueurs. Lidbarski, des beaux joueurs. Mais dans le style était toujours un peu, vous voyez un peu, on va dire un peu le style un peu de Mourinho, Chelsea 2005 là. Ce genre de style-là, c'est-à-dire il y avait toujours une densité sur le milieu et un jeu qui est fait de, comment on appelle ça, fait de verticalité, beaucoup de verticalité un peu. Dans le football allemand avait ce style-là pendant de longues années. Et puis il est arrivé un peu la fin des années 90-2000. La fin des années 90-2000, où notamment les échecs en Coupe du Monde 98 et à l'Euro 2000, surtout à l'Euro 2000 où ils sortent au premier tour. Je me souviens bien encore de ces périodes-là où le football allemand était arrivé à un impasse. C'est-à-dire que les gars avaient commencé à voir que bon, on ne peut plus avancer un peu dans notre foot. On peut plus, notre style est déjà peut-être vieilli, le football évolue. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé un peu le modèle français en termes de comment intégrer un peu, comment on appelle ça, les éléments de notre de notre immigration dans notre foot. C'est-à-dire que c'est à partir de, si vous remarquez, dans les années 2000, dans les centres de formation, ce qu'ils faisaient déjà, c'est à mettre les joueurs d'expatriation ou d'immigration un peu ghanéenne, turque, polonaise. C'est pour ça que vous avez commencé à avoir des Charles Asamoah, on a commencé à avoir des Turcs venir en équipe nationale, on a commencé à avoir des Polonais venir en équipe nationale, le style est devenu plus latin. Et dans les centres de formation, parce qu'ils commençaient à travailler de concert avec les centres de formation, les centres de formation prenaient déjà ce style-là. C'est-à-dire que prenaient un style de jeu beaucoup plus offensif, ils avaient commencé à penser, à travailler, la fédération a commencé à travailler le concert avec les équipes de clubs respectives, de pouvoir les jeunes et les former dans un style de jeu précis qui permettrait à ce qu'on soit sur le terme beaucoup plus performant pour l'équipe nationale. Après, le truc s'est enclenché beaucoup plus quand Jürgen Klinsmann est devenu coach de l'équipe nationale, avec son adjoint qui a été très important aussi, Joachim Löw. Ils ont beaucoup apporté là. Je me rappelle encore quand il y a la Coupe du Monde de 2006 et que il y a un peu ce Jürgen Klinsmann et Joachim Löw un peu qui est son adjoint se font danser par la presse parce que les mecs pratiquent un jeu offensif, ça encaisse beaucoup de buts parce qu'en Allemagne on dit que Jürgen Klinsmann nous apprend quoi là, c'est quoi ces conneries et tout. Je me rappelle encore à l'époque comment ça se faisait danser, mais c'était déjà une révolution qui avait déjà commencé même il y a 6 ans plus tôt dans les centres de formation. Et ce qui a été encore très judicieux, ils ont commencé à faire toujours imiter le modèle français, c'est-à-dire prendre un DTN. Et le DTN, c'était Matthias Sammer, qui est devenu DTN, qui est, je pense, pour moi, Matthias Sammer est l'un des plus grands défenseurs de l'histoire du foot aussi. Le dernier ballon d'or même. C'est le dernier ballon d'or allemand, je pense. Si je me trompe pas, oui, c'est le dernier ballon d'or allemand. Les ballons d'or en 96. Ballon d'or, c'est le dernier ballon d'or allemand, je pense. Hein, je pense que c'est le dernier ballon d'or. Et il a,
étaient placés comme DTN pour justement continuer cette politique-là. Et on a pu les voir dans les compétitions qui ont suivi. Et surtout, le moment charnière un peu de cette période un peu du football allemand commence avec l'Euro 2009. De cette génération où on voit déjà le travail qui a été fait sur 9 ans avec l'Euro 2009 où 60% de cette équipe-là que vous voyez, il y a les Ozil, il y a les Khedira, je crois qu'il y a Kroos qui est dans cette équipe, je crois qu'il y a encore Ozil, Khedira, Kroos, si je me trompe pas, Mathieu Hummels c'est aussi là. Donc on a à peu près, si je me trompe, Manuel Neuer aussi là. Donc on a à peu près 60% de l'effectif que vous allez voir gagner la Coupe du Monde en 2014. C'est pour ça que la victoire de 2014 du mondial au Brésil de l'argent de l'Allemagne, au devant, même quand on voit le match de Brésil-Allemagne, là où ça fait 7 ans, c'était vraiment l'apogée de cette politique-là. C'est-à-dire qu'une politique où on avait essayé pas à pas de mettre en place un système de jeu dans les centres de formation, un système intégrer des gens de l'immigration, alors que pendant longtemps, il n'y avait pas de joueurs d'origine étrangère dans l'équipe nationale. C'est venu dans les années 2000. Et c'est ça qui a permis à ce que non seulement le football allemand est très agréable, parce que le football allemand est très agréable à regarder, techniquement, les ballons vont vite, les stades sont pleins, ça joue le ballon, toutes les équipes jouent. Et ça arrivait à donner cette fabuleuse génération qui est une génération dorée, même si on va dire qu'elle aurait pu encore gagner beaucoup plus, mais qui a gagné ce mondial en 2014. Et elle était aussi l'incarnation un peu du collectif parce que tu voyais pas une individualité qui sortait le plus là, même si je peux dire un peu que Thomas Müller est un des joueurs phares de cette génération. On pourra citer Ozil, mais moi je parle plus Thomas Müller un peu, qui est pour moi un vrai virtuose de l'histoire du foot, hein, ce mec-là. Dans sa façon de jouer, dans l'intelligence, dans le truc, il est un personnage qui a révolutionné un peu le foot dans son poste, en créant justement ce poste qu'on appelle le Raumdeuter, là, le gars qui est un peu une sorte de monsieur tout à tout faire, on sait pas s'il est 9, on sait pas s'il est 10, on sait pas s'il est lié, on sait pas s'il est gauche, on sait pas s'il est droit, on sait pas si on peut le mettre sur le milieu de terrain, bah, bref, on sait pas si on peut le mettre lui axial, hein, bref, un joueur d'une intelligence rare, un grand joueur pour moi. Et c'est ça qui a amené ça. Donc pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est pour montrer mes gars africains que on peut toujours révolutionner le foot de notre pays en changeant forcément la politique sportive. C'est pour ça que je fais un peu cette anecdote-là. Je ne fais pas cette anecdote-là pour juste parler du football allemand et penser que, oui, j'ai de la culture sur le... Non, ce n'est pas ça. C'est pour montrer que dans des pays, on a toujours réfléchi qu'à un moment donné, on voit qu'on va droit au mur avec le style qu'on utilisait qui était gagnant pendant longtemps. Maintenant, là, en ce moment, il y a encore une réflexion sur le football allemand. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés au bout de cette politique-là. Cette politique où les Allemands jouent bien, pratiquent du beau jeu, mais n'arrivent pas à gagner maintenant. Ils sont plus que, comme disait moi-même mon oncle, ils sont devenus des Hollandais maintenant. Ils sont arrivés au bout de cette politique-là, puisqu'on voit les derniers résultats, non seulement à la Coupe du Monde 2018, à l'Euro 2021 et à la Coupe du Monde 2022, qui ont été assez catastrophiques pour l'Allemagne, qui ne sort pas au premier tour. Je trouve que c'est très grave. Dans 2 Coupes du Monde consécutives, l'Allemagne ne sort pas au premier tour. C'est chaud pour un immense pays comme ça de foot. Donc, ils commencent à avoir une réflexion même de comment réhabiliter justement l'efficacité dans les footballs allemands. Et je pense aussi que le manque d'efficacité du football allemand se matérialise par le fait que ça fait longtemps que dans le football allemand, il n'y a plus de grands attaquants. C'est-à-dire de grands attaquants de neuf d'envergure internationale mondiale. Le dernier grand neuf, c'est Miroslav Klose. Werner il a du talent, mais il n'a jamais pu passer le cap vraiment du super joueur qui peut être, en fait. Idem un peu les Mario Gomez. Mario Gomez était un super joueur, mais pas un grand joueur.
Il manque un attaquant de très grande envergure. Et je me dis souvent, quand je regardais souvent l'équipe d'Allemagne jouer, je me dis, putain, imagine que Lewandowski était devenu allemand. Bah, cette équipe serait imbattable. Imaginez juste Lewandowski là, au lieu d'être à la Pologne là où il joue dans l'équipe d'Allemagne actuelle. T'imagines les ballons qui vont le... C'est fini. L'équipe d'Allemagne la gagne même tout ce qui passe. Ils n'ont plus de neuf d'envergure et je pense qu'il y a un problème dans le foot, dans ce poste-là, en fait. Le poste de neuf est un poste qui est devenu très ringard un peu en Allemagne et je pense que c'est de là qui pose un peu le problème dans les derniers résultats qu'ils ont un peu dans les compétitions internationales en ce moment. Donc, c'est un peu ça. Donc, ma volonté de faire ce sujet, c'était faire un sujet seulement très bref pour montrer comment, à partir de rien, pas à partir de rien, mais à partir quand on est bloqué sur une politique, on peut changer sa politique, repenser son foot, repenser comment on joue, repenser même les joueurs qu'on forme, repenser même le type de joueurs qu'on doit amener dans les centres de formation pour pouvoir redevenir performant. Et c'est comme ça que les vrais pays de foot fonctionnent. Nous, en Afrique, on ne parle jamais de ces sujets-là. On ne parle jamais de jeux. On ne parle jamais de projets sportifs. On ne parle jamais de projets dans les centres de formation. Comment on fait jouer nos joueurs? Comment on les forme? Comment on peut repenser notre foot? On pense toujours infrastructure, former les jeunes, mais former comment? Les faire jouer comment? Qu'est-ce qui nous convient le mieux? Est-ce qu'on ne peut pas penser un peu à un jeu beaucoup plus offensif avec des joueurs africains qui seraient beaucoup plus techniques? Parce que quand tu regardes un peu l'histoire du football africain, quel était notre problème un peu quand on était dans les années 70, 80, 90? Le problème, c'était pas que le joueur africain n'était pas technique. On disait oui, il est hyper technique, il est hyper virtuose. Mais qu'est-ce que était le problème? Il n'avait pas de sens tactique. C'était ça le problématique un peu du joueur africain avant. Maintenant, le problématique du joueur africain, c'est quoi? Il a un grand sens tactique, il a un grand sens de la tactique, mais les fucking gars ne sont plus techniques. Ils ont perdu de la technique. Pourquoi? Parce qu'on est tous formés, il y a toujours dans une politique de détection de nos centres de formation, tout pays confondu, africains, de accentuer toujours sur le physique comme il se fait dans la fucking DTN française. Je ne ferai toujours répéter ce sujet-là. Le fait d'imiter la DTN française, c'est catastrophique pour notre foot. Il faut qu'on repense complètement comment est le joueur africain. Le remettre peut-être dans un côté plus technique, plus virtuose et dans un système de jeu qui peut être beaucoup plus offensif. Et qu'est-ce qui passe par là? C'est peut-être prendre des DTN différents dans notre truc. Au Cameroun, on a Eugène Engelbert Mbarga. Qui est ce mec? Quel est son pédigré? Je le vois qu'il a été ancien joueur du Canon et ancien joueur dans les espoirs dans les années 80 et qu'il traîne dans les arcanes de la fédération depuis des gars. Quelle est sa vision de jeu? J'ai vu son interview une fois, je me suis dit, bon, lui, il parle de tout et de rien, il ne parle pas de projet de jeu, je ne vois rien intéressant. On a des Sampaoli, on a des Pekerman. Pourquoi pas les amener au Cameroun avec un vrai projet de jeu, vrai projet de formation de nos équipes et de nos clubs. Et comme ça, on pourrait révolutionner le foot de notre pays. Tant qu'on est là en train de faire les trucs, j'adore ce que Eto'o est en train de faire. Monsieur Eto'o Fils, notre président de l'Africa Foot. Mais tant que ça reste sur un débat d'infrastructure, on est nulle part. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.